Bonjour à tous, retour sur l'affaire Obono, valeurs actuelles avec mon invité Claude Cholet. Bonjour monsieur. Bonjour. Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme, l'OJIM. Vous nous présentez ce petit fascicule publié par la Nouvelle Librairie, fascicule écrit par Bertrand Delcassis. L'affaire Obono, valeurs actuelles, retour sur un emballement médiatique. Vous signez la préface de cet ouvrage, justement. Comment cette affaire a débuté, Claude Cholet ? Bien, nous sommes maintenant en février de 2021, et c'était il y a seulement 5 mois. C'était début septembre de l'année dernière, et ça nous paraît très loin. Il faut dire qu'il s'est passé tellement de choses depuis. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles a l'habitude chaque été de publier des pastiches, à la manière de écrit par une espèce d'enchanteur Merlin qui s'appelle Harpagus et qui fait revivre des personnages contemporains dans le passé. C'est ainsi qu'ils ont transformé Houellebecq à un moment donné comme calife d'un État islamique en France. On voit qu'il y a un côté léger, un côté amusant, et puis c'est l'été, donc il faut un petit peu remplir l'hebdomadaire. Et à ce moment-là, sur le dernier numéro, je crois, du mois d'août 2020, Valeurs Actuelles publie un pastiche sur Daniel Obono, qui est représenté en... Daniel Obono, rappelons-le, député La France Insoumise. Oui. Et femme d'origine africaine. Absolument, qui est d'origine gabonaise, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, et c'est un pastiche qui la représente d'une manière assez, je dirais, dramatique, en esclave. Mais n'oublions pas que c'est un pastiche, c'est un feuilleton. La malheureuse, elle a été enlevée. Elle subit les pires choses. Et alors, heureusement, à un moment donné, elle est... délivré par une espèce de missionnaire chrétien qui s'est donné comme œuvre de libérer les esclaves. Donc on voit que c'est une affaire qui finalement est relativement secondaire. On peut la juger de bon goût ou de mauvais goût, la question n'est pas là. Mais Daniel Obono va très mal réagir. Elle déclare que cette publication, que cette fiction de Valeurs Actuelles est une insulte à ses ancêtres, à sa famille et même à la République. Comment vous interprétez cette réaction ? Alors cette réaction est quand même un peu, je dirais, étonnante, voire plus qu'étonnante. En effet, il n'a jamais été question dans cet écrit, qui une fois de plus est écrit sur un mode léger, ni de défendre l'esclavage, ni de le justifier, bien au contraire. N'oublions pas que dans cette histoire, Daniel Obono est une victime. Elle est victime, elle est esclave, elle a été enlevée. Et c'est une attitude, je dirais une posture, dont elle se réclame constamment. Alors je crois qu'elle a eu l'intelligence de sentir le vent et de se poser de victime en super victime. Non seulement j'ai été victime de l'esclavage, peut-être, où mes ancêtres l'ont été il y a quelques siècles, mais maintenant, de nouveau, on veut faire de moi une esclave, ce qui n'est pas du tout le ton du feuilleton de Valeurs Actuelles. Au fond, pourquoi s'en prend-elle à Valeurs Actuelles, qui est un journal qui lui reconnaît son statut de victime, étant descendante d'esclaves? Alors, je crois qu'il y a deux manières de le reconnaître. C'est si vous êtes, entre guillemets, racisé. Je simplifie, si vous êtes non-européen et non-blanc, vous avez le droit de dire qui est victime et qui ne l'est pas. Par contre, si vous êtes européen, blanc, français, là, d'une certaine manière, vous devenez automatiquement complice, même si vous dénoncez cet état de fait. Car, au fond, cet état de fait, vous n'êtes pas dans une position morale qui vous permet de le dénoncer. De par votre statut d'Européen, il vous est interdit d'évoquer même ces affaires, qui ne peuvent être évoquées que par les personnes, vous mettez tous les guillemets que vous voulez, racisées.
Ils ont le monopole de la pleurniche. Alors, c'est le monopole de la victime. Alors, nous sommes dans une époque où il faut être victime. Hein. Si tu es plus victime que moi, c'est moins bien. Donc, il faut que je sois plus victime que les autres. Donc, l'honneur, c'est terminé tout ça. L'honneur, là, c'est une notion, j'allais dire, du 19e siècle, non, du 17e siècle, voire un peu avant. Je crois que Danielle Obono a senti la bonne affaire, finalement. Elle a vu une fenêtre d'opportunité pour faire parler d'elle, et ça a marché d'une manière formidable. Quand je dis formidable, c'est ironique, bien évidemment, puisque tout le monde l'a repris, ou presque. Alors elle reprend le réflexe qu'on entend depuis les années 80, processus de racialisation et de racisme en France, ça vous évoque quoi ? Alors ça évoque un phénomène qui est beaucoup plus vaste que ça, et qui vient des États-Unis. C'est ce qu'on a appelé les post-colonial studies, ou les subaltern studies, études post-coloniales ou études subalternes, dont Pierre-André Taguieff, dans un excellent livre sur les études post-coloniales, dit au fond que c'est une science de l'imaginaire. Et le post-colonialisme, ou l'indigénisme, comme vous voudrez, va postuler que si le colonialisme est fini, la colonialité continue. C'est-à-dire que le fait que vous ayez été colonisé, ou que vos ancêtres aient été colonisés, laisse des traces. Il y a 3 siècles auparavant, va laisser des traces morales, historiques, sociales, qui sont indélébiles et qui vont vous coller à la peau. C'est comme l'aristocratie, c'est de père en fils, quoi. C'est héréditaire. Hein. C'est héréditaire. Et donc vous allez être de toute façon une victime de la société blanche, puisque l'Europe et je dirais la France sont encore pour le moment des sociétés qui sont majoritairement peuplées d'Européens, dont vous serez victime. Et vous revendiquant de ce statut de victime, vous allez pouvoir revendiquer des droits supplémentaires. Quels sont ces droits ? Bon, d'abord, il y a peut-être des droits moraux. C'est que vous n'avez pas le droit de me juger. Moi, je peux vous juger, mais vous ne pouvez pas me juger. Et pourquoi pas, demain, droit à réparation avec des intérêts matériels. Vous évoquiez à l'instant Taguieff. C'est quoi l'idéologie victimaire de ces minorités ? C'est quoi la doctrine originale ? La doctrine originale, c'est l'intériorisation d'un sentiment d'infériorité qui serait né 3 ou 4 siècles auparavant, de par la faute des Européens qui eux-mêmes étaient les colonisateurs et qui étaient les esclavagistes. Ça, on peut y revenir parce que c'est pas tout à fait vrai. La faute est beaucoup plus partagée que cela. Et cette intériorisation vous conduit à un statut inférieur dans la société, quel que soit votre statut réel. Car prenons quand même Madame Obono, qui est née en 1980 au Gabon, qui arrive à 11 ans en 1991 en France et qui se retrouve députée à 35 ans. Bon, il y a quand même des situations pires, je pense. Je ne vois pas en quoi elle peut se considérer comme victime. Et pourtant, malgré tout, elle va dire si, finalement, dans cette société-là, je reste une victime, car j'ai été ostracisé moralement, socialement et historiquement. Alors évidemment, vous appuyez un petit peu là où ça fait mal. En tout cas, l'auteur Bertrand Delcassy, voilà, il évoque la responsabilité de certaines ethnies noires dans l'histoire de l'esclavage. Donc, au fond, cette Madame Obono, je ne sais pas si elle connaît sa généalogie, mais enfin, peut-être qu'elle a été victime, enfin aussi peut-être qu'elle est descendante d'un marchand d'esclaves. Personne ne peut le savoir. Je dirais, aucun Africain vivant en France ou vivant en Afrique ne peut dire est-ce que je suis un descendant d'esclaves ou un descendant d'esclavagistes. Mais cette responsabilité de certaines ethnies noires, les minorités agissantes en France, ça, elles refusent de l'entendre. Ça s'appelle le refus du réel, tout simplement. Bon, des études universitaires ont prouvé que l'essentiel de la traite, qui a été quelque chose d'épouvantable, disons-le, était réalisé d'abord par certaines tribus qui vendaient la tribu d'à côté à des marchands, qui souvent étaient des marchands arabes, qui eux-mêmes vendaient au client final, qui étaient les Européens. Donc s'il y a une responsabilité, c'est une responsabilité autrement partagée, et c'est cela que les décoloniaux ou les indigénistes ne veulent pas voir,
car ça leur enlèverait le statut de victime qui, de nouveau, ouvre droit à réparation morale et pourquoi pas demain matérielle. Alors les médias politiques à l'unisson ont hurlé, je veux dire, leur incompréhension, même ils ont dénoncé le racisme de Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Alors ce qui est intéressant, c'est d'une part l'unanimité ou la quasi-unanimité des médias. Je dis quasi-unanimité parce que Michel Onfray, par exemple, a défendu la rédaction de Valeurs Actuelles. Non seulement l'unanimité, mais aussi l'uniformité des rédactions. C'est un petit peu comme si on avait appuyé sur un bouton à un moment donné, et puis il y a une espèce de concert de klaxon qui se déclenche. Ça a été quand même du Premier ministre, Jean Castex, qui s'est déclaré solidaire, outré. Alors, rappelons que Madame Obono, quand Jean Castex avait été nommé Premier ministre, avait déclaré, je cite de mémoire, voilà un bon gros techno blanc de droite. Alors ça, elle a le droit, elle a le droit de le dire, et personne ne le remarque. Alors je crois qu'on pourrait se référer aux 2 minutes de la haine de George Orwell dans 1984. Quand vous avez les 2 minutes de la haine contre Goldstein, qui représente le mal dans le livre d'Orwell, est représenté sur un écran de télévision, tout le monde doit hurler, il doit hurler contre lui. Si quelqu'un ne hurle moins que les autres, ou s'il ne hurle pas, il risque de devoir être considéré comme complice. C'est-à-dire de dire lui-même raciste, etc., etc. Donc chacun se met à hurler et on regarde aussi le voisin de gauche et le voisin de droite en disant mais est-ce que celui-là il hurle suffisamment, est-ce qu'il hurle pas suffisamment ? Et on essaye d'hurler plus fort que les autres. Alors je crois que dans tout ça il y a aussi une espèce de syndrome de peur devant l'antiracisme qui est, comme l'a dit Alain Finkielkraut, le communisme du XXIe siècle. Vous pensez que Valeurs Actuelles a canalisé toute cette colère parce qu'il est un organe de presse à droite ou parce qu'il a fait une blague ou en tout cas une blague de mauvais goût peut-être, sur la couleur de peau d'une personne ? Non, je crois que c'est au fond un prétexte, cette histoire. Au fond, il n'y a pas d'affaire Obono, il n'y a pas d'affaire Valeurs Actuelles. Il y a une affaire sur la liberté d'expression et sur la liberté d'opinion. Il se trouve que depuis quelques mois, peut-être depuis maintenant 2 ans, on voit plus de journalistes conservateurs ou populistes, comme vous pouvez les appeler comme vous voulez, à la radio et à la télévision. Et là, je crois qu'il y a un certain nombre de journalistes qui viennent du monde libéral-libertaire qui ont peur. Ils ont peur pour leur place en disant « Mais comment se fait-il ? Nous étions entre nous, on était bien tranquilles, et maintenant, ils invitent des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et en plus, ces gens-là sont opposés, réfléchissent, donnent des arguments. Donc alors, je crois qu'il y a une réaction de peur, tout simplement, et un syndrome corporatiste du monde libéral-libertaire. On a vu, Claude Cholet, avec l'affaire Charlie, que les blasphèmes contre les religions, ça passe, mais les blagues contre la couleur de peau, ça passe pas. C'est quoi ? La couleur de peau, c'est sacré, et la religion n'est plus sacrée ? Bon, la religion, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle n'est plus sacrée. Encore que je dirais, j'apporterais un bémol. Il y a des religions qui sont plus sacrées que d'autres. Bon, on voit que le catholicisme est de moins en moins sacré, par exemple, et que se moquer du catholicisme, au fond, est de bon ton. Mais se moquer de l'islam ou du judaïsme peut être quand même plus dangereux. On peut faire un classement comme ça de la religion la moins respectée à la plus respectée. Je pense qu'on pourrait faire un podium. Ça serait intéressant de faire cette étude, de voir, je ne sais pas, entre le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le catholicisme et l'islam, où se situe le... Et vous oubliez le judaïsme aussi. Et j'oublie le judaïsme, où se situe le cursus. Alors, Ariane Chemin, que Bertrand Delcassis cite dans son ouvrage, Ariane Chemin, c'est une journaliste du Monde, elle dit, voilà, il y a de plus en plus, il n'y a que des cathos dans la rédaction de VA. C'est quoi le problème, en fait, avec le catholicisme en France ? Je ne sais pas. Jérôme Fourquet a réalisé un excellent ouvrage qui s'appelle L'Archipel, qui a été publié en l'automne de l'année dernière, où il marque, entre autres, un des signes
de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est l'effondrement de la pratique catholique en France. Les messalisants, ça doit faire 3 ou 4% de la population contre encore 40% il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on ne peut pas dire que le catholicisme soit encore très prégnant dans la société. Bon, et à ma connaissance, ce n'est pas un catholique qui a coupé la tête de Samuel Paty, et ce n'est pas un catholique non plus qui promeut les fameuses études islamo-gauchistes dont a parlé récemment notre ministre de l'Enseignement supérieur, provoquant un tollé à l'université. Danielle Obono a donc porté plainte contre Valeurs Actuelles à la suite de cette histoire. Elle demande indemnité, repentance en application des lois mémorielles style Guesso-Fabius. Est-ce que les juges, selon vous, auront le choix d'aller dans son sens à elle? Alors je crois que la boucle est bouclée. Statut victimaire, demande de compensation morale et peut-être matérielle, peut-être amende, demande de réparation. Bon, tout ça, ça va se passer devant la 17e chambre. Bon, il est certain qu'il y aura une pression forte sur les juges, devant l'unanimité ou la quasi-unanimité politique et médiatique de cette histoire. Bon, il faut toujours espérer. Donc moi, je garde toujours l'espoir que le juge ou la juge qui va juger de cette affaire à la 17e chambre sera raison gardée, parce qu'au fond, il n'y a pas d'affaire. Et justement, mais qu'est-ce que ça révèle? Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'affaire Obono Valeurs Actuelles, les gens l'ont oublié. Qu'est-ce que ça révèle de la société, cet oubli? Ça révèle d'abord, ça révèle deux choses. La première, c'est une hystérisation de la société et du comme lors de l'affaire de cet Afro-Américain qui a été assassiné par un policier. Absolument, qui se passait aux États-Unis. George Floyd. Et donc vraiment, personne n'était vraiment concerné aux États-Unis. Donc une certaine hystérisation du débat. C'est comme dans ce Facebook, j'aime pas avec le pouce levé ou le pouce en bas. Le pouce en bas, c'est aussi, rappelez-vous, chez les gladiateurs, c'était la mise à mort. Ouais. Donc là, au fond, il y a une espèce de cérémonial de mise à mort. Ça, je crois que c'est un signe fort, je dirais, qui marque notre c'est comme à la Starac, on élimine, on garde. Oui. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a aussi encore un jeu à la télévision, c'est le maillon faible. On doit éliminer le maillon faible. On tape toujours sur le maillon faible, mais on tape aussi sur le maillon faible pour se mettre à l'abri soi-même. Donc, hystérisation. Et puis la société de surveillance. Et la société de surveillance des médias, ne croyez pas qu'elle est tellement faite par les pouvoirs publics ou même par le rédacteur en chef, elle est faite par le journaliste d'à côté. Chacun surveille les autres en disant, est-ce que s'il ne réagit pas suffisamment à une affaire comme celle-là, est-ce qu'il n'est pas un peu complice? S'il est il pourrait être complice. À ce moment-là, je vais le dénoncer. Le dénonçant, je le mets de côté et surtout, je me mets à l'abri. C'est pas une marque de courage. Cet art de la pleurniche, Claude Cholet, est-ce qu'on voit son origine dans les années 80 avec la constitution des officines antiracistes, style SOS Racisme? Je crois Ou est-ce que c'est plus récent? Non, je crois que ça commence déjà dès 1974 de mémoire. C'est la loi Pleven, la loi antiraciste, qui permet à des associations auto-constituées de se porter civil, alors qu'éventuellement aucun individu n'a même lui-même porté plainte. Puis après, comment je dirais, on aime bien empiler les lois en France dans ce sujet. Après, on a eu la loi Pleven. Ensuite, on a eu la loi Taubira. On a eu la loi Guesso. On a failli avoir la loi Avia, mais la loi Avia, elle est sortie par la fenêtre, ou elle est sortie par la porte, parce que le Conseil constitutionnel l'a retoquée, mais je pense qu'elle va revenir par la fenêtre. Là, on en parle en ce moment dans la loi sur le séparatisme. Vous pensez justement que cette publication aurait été possible, celle de Valeurs Actuelles, si la loi Avia avait été en vigueur? Vraisemblablement. Il est difficile d'en juger, mais en tout cas, elle aurait été dans une position encore plus difficile. Et peut-être que là, le rédacteur en chef aurait réfléchi à 4 fois ou 5 fois avant de la publier. Je crois qu'il faut quand même rendre hommage à Valeurs Actuelles, qui a traité de manière légère un sujet
qui au fond, était grave. Qui est grave, mais que je dirais, bon, vous connaissez la pièce de Shakespeare, hein, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Claude Cholet, c'est donc vous qui avez signé la préface de ce petit ouvrage, l'affaire Obono, valeurs actuelles, retour sur un emballement médiatique que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Claude Cholet. Merci à vous.